le 1. C'était pas dans la chapelle de l'hôpital Sainte-Anne, c'était dans un amphithéâtre de médecine de l'hôpital de Sainte-Anne, où Lacan a été pendant longtemps, avant de se faire virer et d'aller à l'école normale supérieure. Et là, ça se passe. Donc on fera ça. On a fait ce choix-là parce que c'est un séminaire qu'on a déjà fait, mais il y a longtemps. Parce que Patrick, notre ami Patrick Dessin, qui est ici présent, a tenu une chronologie très ancienne sur le séminaire avec tout ce qu'on a fait. Et donc on s'est aperçu que celui-là, on l'a fait, il y a une faille. 86 Ouais, quelque chose comme ça, je sais plus. 2008. Il y a longtemps, quoi. 98, Alors donc, 2008. c'est pour le refaire, sans problème. 2008. On va pas... Excellent. ça va pas être une redite pauvre, quoi. De toute façon, il est très riche, hein. Très riche, quoi. Ça s'épuise pas comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est le stade du miroir. Donc, je ne vais pas être très très long parce que eh bien, on boit un coup, surtout. Voilà. Donc, et comme on a un horaire assez serré ici, je serais obligé de laisser du temps, un peu. Et puis en plus, voilà, ce séminaire-là, on va le revoir. Non, je veux dire, le stade du miroir, ouais. On va le revoir la rentrée prochaine, en 2019-2020. Donc je vais l'aborder aujourd'hui, je vais l'effleurer un petit peu si vous voulez. Donc, ce stade du miroir, là, quel est son intérêt? Je vous dis ça de son intérêt tout de suite. Quel est son intérêt? Eh bien, c'est qu'un enfant de 2-3 ans, même plus petit, un enfant de 6-7 mois, son schéma corporel neurologique, il n'est pas fait. Il n'est pas finalisé. Hein, c'est que l'enfant n'a pas une conscience neurologique de son corps avant l'âge de 7-8 ans. Avant l'âge de 7-8 ans, c'est pas la peine d'y penser. Donc, du coup, y a des gens qui se sont demandé, mais comment est-ce que l'enfant peut être dans l'altérité, avoir une conscience de l'autre, s'il n'a pas une conscience de lui-même? Parce qu'on ne peut pas avoir une conscience de l'autre s'il n'a pas un jeu. Il faut un jeu pour qu'il y ait un autre, hein, un jeu JE. Donc, pour qu'il y ait un jeu, eh bien, il faut bien qu'il y ait quelque chose, une espèce d'événement qui se produise avant la maturation neurologique. Avant la maturation neurologique de 7-8 ans. Et c'est justement le stade du miroir qui va permettre à l'enfant, faute d'être mature sur le plan neurologique, de pouvoir se penser comme étant sujet, et du coup, il y aura de l'autre. Il va y avoir un autre, il va y avoir de l'altérité, de ce fait-là. Donc c'est quand même un petit miracle. Donc si vous voulez, il y a une espèce de préforme neurologique, de préforme de conscience de soi, qui va s'opérer entre 6 mois et 2 ans à peu près, 2 ans et demi, et qui va permettre d'anticiper la maturation neurologique. D'anticiper cette maturation qui, elle, arrive beaucoup plus tard, à 7-8 ans. D'ailleurs, Lacan disait, il y a chez l'enfant une dissociation. Il y a une dissociation entre l'appréhension de soi dans le stade du miroir entre 6 ans et 2 ans, et puis la maturation neurologique qui est à 7-8 ans. Il y a même une grande dissociation, hein, parce qu'il y a 5 ans d'écart. Hein. Il y a 5 ans d'écart entre les deux phénomènes. Et pourtant, l'enfant, il y arrive très bien à avoir de l'altérité en étant petit. Hein. Et il y arrive grâce au miroir. Alors le miroir, il faut le prendre un petit peu au sens large. Là, on va étudier le miroir strictement, un vrai miroir qui réfléchit, mais on peut aussi dire que le miroir, ça peut être la mère. Ça peut même être un représentant psychique qui n'est pas forcément la mère. Hein. Quelque chose dans lequel on peut se retrouver, se voir soi-même. Alors ce que dit Lacan par rapport à ça, c'est intéressant parce qu'il dit, oui, le stade du miroir c'est bien pour l'enfant, mais c'est une aliénation. C'est une aliénation. Oui, parce que pour pouvoir vous construire, vous êtes dans la dépendance de l'autre. Donc vous êtes aliéné à cet autre qui vous oblige à prendre en lui les identifications primaires dont vous avez besoin pour constituer votre jeu. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc du coup, c'est pour ça que Lacan disait que le stade du miroir, ça faisait que les enfants étaient paranoïaques. Ben oui, parce qu'ils ont une espèce de crainte de l'autre. Pourquoi? Parce que si l'autre les avale, les capte complètement, s'ils sont captés complètement dans le miroir par l'autre, eh bien ils sont bouffés, ils n'existent plus. Donc ils ont cette menace d'être littéralement détruits par l'autre, hein, dans cette phase du stade du miroir. C'est la naissance de la jalousie, c'est la naissance de la rivalité, ce stade-là, du fait de l'aspect paranoïaque de la chose. Hein. En même temps, c'est utilement paranoïaque, puisque ça permet à l'enfant de ne pas être capté, détruit, hypostasié, comme dit Lacan, hein, effacé dans l'autre. Il ne l'est pas,
grâce à ça, grâce à l'aspect paranoïaque, parce que bah, du coup l'enfant va se méfier de l'autre, il va se méfier dans la jalousie. Je vous ai dit plusieurs fois ici hein, que ça me faisait toujours rigoler dans les années 70 quand on disait aux gens il ne faut pas être jaloux. La jalousie est un sentiment hein, réactionnaire. Ouais, c'est un sentiment réactionnaire de droite, ça veut dire, hein, etc. Ce qui est complètement idiot parce que c'est un sentiment structurel. Hein. La jalousie, elle est inhérente à la construction même du sujet dans le stade du miroir, la rivalité. Donc la nier, hein, faire une espèce de déni de réalité par rapport à ça, c'était un peu naïf. C'était bon enfant en même temps. Hein. C'était plutôt sympa, ça voulait dire on est cool, quoi. Si on est trompé, ben on est content d'être trompé, dans le fond. C'est pas bien gênant, et puis l'autre qui nous trompe, ben on l'aime encore plus de nous avoir trompé, quoi. On doit avoir une affection particulière pour lui parce on est cocu. Voilà, donc c'était comme ça. Hein. Alors, ça marchait pas du tout, évidemment. Hein. Il faut arrêter quand ça pouvait, bien sûr, parce que le stade du miroir refaisait surface aussitôt, et la paranoïa du miroir, on prenait le dessus très très vite hein, dans ce truc-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne le stade du miroir? Alors, Lacan, c'est pas lui qui a inventé, si on peut parler d'une invention. Le stade du miroir, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est un psychologue qui s'appelait Henri Wallon, W-A-2-L-O-N. C'était un gars contemporain de Lacan, un psychologue belge, et qui donc, je ne sais pas s'il était wallon d'ailleurs, je ne sais pas, et qui donc il avait donné un peu l'histoire du stade du miroir, mais il n'avait pas développé. Il avait simplement dit l'enfant se reconnaît comme lui-même dans le miroir. Voilà, c'était arrêté à ça, Henri Wallon, ce qui était déjà pas mal, hein, qui était déjà pas mal. Il n'était pas allé au-delà. Et donc Lacan, qui était ami d'ailleurs avec Henri Wallon, hein, ils n'ont pas été rivaux dans cette histoire-là. Et donc Lacan a repris ça et il a beaucoup développé cette histoire dans le miroir. Et il a repris une espèce de petite expérience, vous l'avez dans les feuilles que je vais donner, dans la page en noir et blanc. Alors vous laissez tomber les schémas du haut, hein, parce que les schémas du haut, c'est des schémas de Freud. C'est des schémas en fait d'appareils photo, d'anciens appareils photo, des boîtes noires, qui si vous voulez, métaphorisent l'inconscient freudien. Mais on s'en fout pour aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à ces boîtes noires. On y viendra peut-être un jour, mais ça n'a pas un grand intérêt de toute façon. Et on s'intéresse à ce petit schéma-là, qui est assez bizarre. Et vous voyez que dans ce petit schéma-là, vous avez, j'ai marqué un page 673 dans les écrits. Parce que le chapitre qui s'appelle le stade du miroir, c'est dans les écrits de Lacan. Hein. C'est dans les écrits. Ça s'appelle le stade du miroir, ou formation du jeu, je ne sais pas quoi, c'est un titre assez long. Et c'est très court d'ailleurs. Hein. Si vous avez le courage, si vous avez les écrits, vous pouvez le lire parce que ça fait 4-5 pages, c'est tout. Hein, le stade du miroir. Donc il ne s'est pas étalé là-dessus, hein, Lacan. Ouais. Et donc ce petit schéma-là, page 673, il vous montre un miroir concave. Vous voyez, ça c'est un miroir, celui qui est tenu par un pied là. C'est un miroir creux, un miroir concave. Il n'est pas convexe, il n'est pas bombé, il est en creux. Et si vous vous mettez à la place de l'œil que j'ai dessiné, c'est moi qui ai dessiné le petit œil là à droite, là, hein. Vous avez un petit œil en haut à droite. Si vous mettez le petit, vous verrez quelque chose d'assez spécial. Si vous mettez votre œil à cet endroit-là, vous voyez qu'il y a une petite. Alors il y a en AB là, en dessous dans la boîte là, vous voyez, ça représente une fleur. C'est pas évident, hein. C'est censé représenter une fleur. La petite tige avec un rond là, hein, AB. Et bien cette tige là, si l'œil la regarde là, il va la voir dans le vase qui est en vrai, il y a un vrai vase là, en A', et il va voir les fleurs dans le vase, grâce au miroir concave qui est là. C'est ça le phénomène qui a intéressé Lacan. Et c'est vrai que c'est une expérience de physique amusante, hein, que vous pourriez réaliser chez vous, en prenant par exemple un saladier en aluminium ou un truc comme ça, hein, ou un truc en cuivre. Ça ne serait pas terrible, hein, vous n'aurez pas une image fantastique, mais vous allez voir apparaître, vous verriez apparaître les fleurs, mais pas comme une image virtuelle. C'est ça qui est très important chez Lacan. Ce n'est pas une image virtuelle, c'est une image réelle, au sens optique du terme. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une image comme dans le miroir. Dans le miroir, justement, dans un miroir plan comme ça, dans un miroir plat. Si vous êtes ici, vous, en tant que sujet par exemple, vous allez avoir une image de vous-même en S', qui va être une image virtuelle. Elle va être virtuelle, cette image-là. Elle est symétrique dans le miroir plan. Alors, vous seriez tenté d'aller vous retrouver derrière le miroir. Hein. Vous seriez tenté d'aller voir, parce que vous voyez symétrique, il n'y a pas de raison. Et puis, en fait, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Donc, c'est bien une image virtuelle. Vous n'y êtes pas. Vous ne pouvez pas l'attraper, cette image-là. Alors que là, dans la petite expérience de Lacan, là, alors c'est pas l'expérience de Lacan, hein, non, c'est l'expérience de physique qui l'a repris. Hein. Donc, dans cette expérience-là,
la fleur, c'est pas une image virtuelle, c'est une image réelle. C'est-à-dire c'est un hologramme. C'est un hologramme. Tout le monde sait ce que c'est qu'un hologramme, puisque Jean-Luc Mélenchon s'en est servi largement pour se faire voir dans des endroits où il n'était pas. Hein. Sauf que lui, il utilisait des hologrammes au laser, pas des hologrammes à la lumière du soleil ou la lumière comme celle-ci. Parce que, en fait, les hologrammes à la lumière comme celle-ci ou à la lumière du jour, ça fait des hologrammes d'assez mauvaise qualité, comme ceux-là. Comme ceux-là. Mais ça fait des hologrammes quand même. C'est des vrais hologrammes. C'est-à-dire que les fleurs, eh ben, on pourrait être tenté de les toucher, on pourrait même les contourner à la limite, hein, presque les contourner, aller derrière presque, les fleurs. Quand il y a des hologrammes faits avec des lasers, vous pouvez contourner le sujet. C'est assez bizarre d'ailleurs, ça fait un drôle d'effet, hein, vous pouvez le contourner. Alors si vous mettez la main dedans, évidemment, votre main passe dedans. Mais c'est facile de réaliser des hologrammes, c'est pas si complexe. Hein. Donc c'est une image réelle. Et c'est important pour le stade du miroir, parce que justement, ce que dit Lacan, c'est que l'enfant, dans le miroir, il va voir une image réelle de lui, et non pas une image virtuelle. Ce qui va lui permettre de consister, si vous voulez, de constituer une image solide, une vraie image de lui, qui va lui permettre d'altérité. Parce que si c'est une image virtuelle, il ne peut pas avoir d'altérité, puisqu'il n'y est pas derrière le miroir. Donc ça ne va pas fonctionner. Alors que là, c'est une image réelle. Donc cette image réelle, eh bien, elle va pouvoir s'opposer, comme étant solide, si vous voulez, à un autre. C'est ça qui permet le stade du miroir. Hein. Donc c'est assez génial quand même, comme démonstration hein, de Lacan. C'est assez génial cette histoire d'image réelle, parce qu'il fallait y penser quand même. Hein. Donc vous voyez, ce petit schéma-là, il n'est pas compliqué. Ne regardez pas trop tous les rayons, tous les vecteurs qui en sortent, que ça complique un peu les choses et c'est pas utile finalement. Si ça nous montre simplement que l'œil qui est à droite, il faut qu'il soit dans le cône bêta gamma. Parce que s'il n'est pas dans le cône, évidemment, eh bien, il ne la voit pas l'image réelle. Hein. Il ne la voit pas la fleur dans le vase. Il ne la voit pas. Donc évidemment, c'est critique un peu. Il faut être dans le cône parce que sinon, hop, vous perdez l'image. Donc si vous la réalisez avec un saladier, tout ça, ça fait qu'il ne faut pas que vous allez trouver une image dans quelques centimètres. Dans quelques centimètres, optiquement parlant. Quoi. Si vous mettez en dessous, vous ne la voyez plus, au-dessus, vous ne la voyez pas. Donc c'est précis, quoi. Hein. C'est de l'optique assez précise quand même. Alors ça nous permet d'aborder le deuxième schéma, celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment le stade du miroir, celui-là. Ça, c'est vraiment le stade, parce que celui de droite, on va en dire quelques mots, parce qu'il est génial, mais c'est plus tout à fait le stade du miroir, celui de droite. Mais celui de gauche, là, c'est le stade, c'est celui-là, le schéma du stade du miroir, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, vous l'avez en grand, je vous l'ai fait sur la deuxième page, vous l'avez en grand, en couleur. Pas mal quand même, hein. Oui. Vous l'avez en grand, en couleur, et j'ai même rajouté un petit œil à droite qui n'est pas dans l'original, pour expliquer. Et c'est moi qui ai dessiné le vase ici, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, prenez plutôt le grand, comme ça, ou les deux, comme vous voulez, c'est pareil, de toute façon, c'est les mêmes. C'est exactement le même, hein. Exactement le même. Mais là, il est plus grand que l'autre et l'autre est en couleur. Donc, qu'est-ce qu'il montre Lacan? Alors, il montre que le sujet enfant, l'enfant de 6 mois, ou même un peu plus, eh bien, il est là. C'est l'œil qui est là. L'œil qui est juste au bord du miroir, là. C'est l'œil qui est au bord du miroir. Vous voyez l'enfant? Il est là. Est-ce que vous le voyez? Il est en S barré, là. Vous voyez le S barré? Oui, ah bah oui, on le voit très bien sur le grand. Hein. Regardez, il est là. Ben, l'enfant, il est là. Donc là où il est, l'enfant, il ne peut pas voir le vase qui est là, qui est dans la boîte. Il ne peut pas le voir. C'est impossible qu'il le voit, puisqu'il est là. Donc il n'est pas... Son cône de vision, il est comme ça. Donc ça lui échappe, ça, ce vase-là. Sauf que là, il y a aussi, comme dans l'expérience la première, il y a aussi un miroir concave là. Vous avez un miroir concave. Hein. Donc ce vase-là, qu'est-ce qui va arriver? Ce vase, eh ben, il va monter, comme les fleurs de tout à l'heure. Sauf que c'est l'inverse là. C'est le vase qui monte. Bon, j'ai pas de peau, hein. Mais c'est comme ça, j'ai plus rien. Sauf que c'est le vase qui monte là. C'est moi qui l'ai dessiné d'ailleurs le vase, parce que sur le dessin, il n'y est pas. Hein. Sur le dessin qu'on trouve sur internet, il est pas. Je l'ai dessiné en noir là. Hein. Il monte parce qu'il est réfléchi par le miroir concave, si vous voulez. Et c'est une image réelle. Il vient entourer réellement les fleurs, qui sont là. Les fleurs, elles sont réelles. Elles sont là, les fleurs sont là. Hein. Et le vase ascensionne, si vous voulez, et vient entourer, de manière holographique, réelle, les fleurs qui sont là. Donc c'est vrai que c'est une expérience étonnante, hein, de voir un vase qu'on ne voit pas venir entourer des fleurs comme ça. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant,
c'est que l'enfant, s'il est là, il ne voit pas le vase. Donc comment va-t-il faire pour le voir? Parce que moi, je vous dis qu'il y a le vase là. Mais ça, c'est une affirmation que je fais moi. Mais il ne le voit pas, lui. Comment il va pouvoir le voir? Eh bien, c'est étonnant. Parce que cette image-là, cette image réelle du vase, elle va se réfléchir dans le miroir. Elle va se réfléchir dans le miroir. Ce qui est assez surprenant. Vous allez avoir une image d'image. Hein? Et donc, en I' de A qui est là, vous avez une image virtuelle du vase réel qui est ici, de l'image réelle qui est là. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, vous pourrez le regarder après chez vous. C'est pas tellement compliqué, hein? C'est pas si compliqué que ça. Hein? Je peux vous refaire le schéma comme ça au tableau. Comme ça. Le vase, le miroir, il est là. Le miroir, il est là. Vous avez la fleur qui est là. Vous avez un vase qui est caché là. Je le dessine comme ça, le vase, ne m'emmerdez pas. Vous avez un vase qui est caché là. Et l'enfant, il est là. Et il y a un autre miroir, un miroir plan qui est là. Hein. Ça, c'est un miroir plan, qui est marqué A. Hein, qui est marqué A. Donc l'enfant, s'il est là, il ne peut pas voir le vase. Il ne peut pas le voir, le vase. Sauf que du fait de l'expérience qu'on a regardée en premier, le vase, il va monter ici, sous la forme d'une image réelle. Image réelle. Il va monter. Et du coup, cette image réelle, puisqu'elle est réelle, c'est pas une image virtuelle, c'est une image hologramme, c'est un hologramme. Donc ce hologramme, il a aucune difficulté à se réfléchir et à se répéter ici comme image virtuelle. Et donc tout d'un coup, l'enfant, il va voir le vase ici, avec les fleurs dedans. Il va le voir grâce au miroir plan ici. Là où il est, il ne le voit pas là, et il le voit dans l'image. Mais c'est une image d'image. C'est une image virtuelle d'une image réelle holographique. Étonnant quand même, hein? C'est vrai, c'est assez amusant, hein? C'est subtil quand même, hein? C'est même très subtil comme aventure. Et donc du coup, si vous voulez, ce vase-là, qu'est-ce que ça va représenter pour l'enfant, le vase? C'est la métaphore de quoi? C'est la métaphore du corps propre de l'enfant. Du corps propre de l'enfant. C'est la métaphore du corps de l'enfant. C'est le corps de l'enfant. Et du coup, l'enfant va pouvoir voir ici ce à quoi il n'avait pas accès, ce à dont il n'avait pas la conscience plutôt. Hein. Ce à quoi il n'a pas la conscience de son corps. Un enfant de 6 ans et demi, il n'a pas la conscience de son corps, au sens où un adulte là. Nous, on dit, ben, on a une tête, des yeux, des bras, etc. On a une espèce de conscience comme ça, un ressenti de son corps, neurologique, que n'ont pas les enfants. Et bien, il va pouvoir le voir, mais son corps là, son corps propre qu'il ne voit pas ici, il ne le voit pas là parce qu'il est là. On va le voir, hein. Et bien il va le voir dans le miroir plan, sous la forme d'une image virtuelle. Voilà, c'est le miracle qui s'opère du stade du miroir. Et donc du coup, il accède à son corps propre, solide, hein, dans le miroir. Et du coup, eh bien pour lui, ça va constituer une altérité, un début d'altérité. C'est à la fois lui et l'autre. C'est à la fois lui et l'autre. C'est son corps propre et c'est le corps propre de l'autre. Parce qu'il va pouvoir dire, mais qu'est-ce que c'est que ce corps que je vois là? C'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est moi, mais c'est quelqu'un d'autre. Moi, c'est moi, il y a une espèce d'ambivalence. Hein. Une ambivalence perpétuelle, c'est moi, c'est quelqu'un d'autre, etc. Et bien c'est ça l'altérité. Et ce que dit Lacan après, il dit, mais vous savez, nous les névrosés, c'est-à-dire nous tous, hein, moi comme vous, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On n'arrête pas de répéter ça, ce truc-là. On n'arrête pas de répéter dans nos névroses, eh bien, ces identifications-là, ces cascades d'identifications ici, dans les miroirs, dans le regard de l'autre, si vous voulez. Des identifications amoureuses ou paranoïaques, ou entre les deux, peu importe, on déplace le curseur comme on veut. Hein. En tout cas, c'est de l'altérité, et nous construisons nos symptômes neurotiques à longueur de journée, dans cette altérité, dans le regard dans l'œil de l'autre, par ce phénomène identificatoire qu'on a connu quand on était tout petit, mais qu'on répète peut-être 50 ou 100 000 fois par jour, j'en sais rien, en étant grand, comme névrosé. Alors on peut supposer justement que les psychotiques n'y accèdent pas, que les enfants autistes n'y accèdent pas vraiment non plus. Voilà, c'est une hypothèse, hein. Mais il est probable que ça soit un peu altéré chez eux, ces phénomènes-là. Donc vous voyez que c'est un schéma comme ça qui paraît très alambiqué parce qu'il y a beaucoup de trucs dessinés, il y a beaucoup de vecteurs. Parce que là, le cône, il y a encore le cône là. Hein.
Il y a un cône là, X', là, et puis bon, il n'est pas marqué en bas, mais ça doit X' quoi. Ah non, c'est pas X', X, Y, X', Y'. Mais il faut que l'œil à droite là, il soit dans le cône pour voir ça. Si vous le regardez comme ça, si vous regardez comme ça, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est là, c'est cet œil-là, parce que c'est celui-là l'œil de l'enfant. C'est celui qui ne voit pas le vase. C'est l'enfant qui ne voit pas son corps, d'accord? Qui ne ressent pas son corps, mais grâce au subterfuge, si vous voulez, à la magie du miroir, qui peut être le regard de l'autre, tout simplement, hein, le regard de la mère, l'enfant va pouvoir se saisir de son corps, ici, du côté de l'image réelle, d'une image virtuelle, pardon, d'une image réelle, ici. Voilà, hein, c'est un petit peu magique quand même. Hein. Alors, oui, pardon. Il y a des animaux qui accèdent à. Il y a certains niveaux de singes qui accèdent au miroir. Il y a des, pardon. Il me semble qu'il y a des animaux, un animal qui accède à. Ah, pourquoi pas? Bah, moi, il me semble que j'ai vu ça aussi. Oui, moi je ne vous dirai pas le contraire. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être pas de la même façon exactement, mais je ne vois pas d'objection à ce que vous dites, hein, sincèrement. Non, mais dans ce cas-là, si la névrose vient de l'autre, est-ce qu'il y a que les hommes qui sont les humains qui sont névrosés? Ah non, regardez les chiens, ils sont souvent très névrosés, les chiens. Hein. Les chats aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça, on est d'accord. Oui, ils sont très névrosés, souvent les animaux. Enfin, les animaux domestiques sont. Alors, est-ce que c'est justement le fait qu'ils soient domestiqués par des névrosés qui les rendent névrosés? Peut-être aussi. Hein. Quand on est là, tu vois, il y a ici toute la journée, ça les rend un peu dingues quand même, les chiens. Oui, ça dépend. S'ils ont des maîtres méchants qui les battent et tout ça, hein, les enfants ont mal et on voit les chiens, ils ont peur hein, quelquefois hein, de leur maître. Hein, donc, ça veut dire qu'ils font des identifications négatives du côté de l'image virtuelle, là aussi. Oui, je pense que oui. Moi, ça ne me gêne pas de croire à ça, sincèrement. Et dans leur dépendance et leur attachement, oui, tout à fait, dans l'attachement. Il y a quelque chose quand même par rapport à des petits-enfants avec leurs parents, même violents. Tout à fait. Je dirais que l'animal avec un maître violent, il y a quelque chose de même. Il pardonne tout, entre guillemets. Je rentre oui. Pardon, je ne vois pas là comme je viens. Ils n'en veulent pas, on a l'impression qu'ils sont quand même. On ne sait pas ça, on ne le sait pas. On ne sait pas. Mais bon. L'attitude. Oui, mais en fait, mais ce que vous dites est juste. Hein. Je n'en sais rien, mais je pense que oui, je pense qu'on peut souscrire à ça, sans problème. Hein. Au fait qu'il y a un phénomène de stade du miroir qui puisse se produire chez l'animal, moi ça ne me choque pas. Hein. Pas du tout. Hein. Non. Je ne vois pas pourquoi il ne se produirait pas des choses pour l'animal hein, dans le miroir. Les animaux sont d'ailleurs très perplexes devant. Lacan disait que les enfants jubilaient devant le miroir. Alors ça c'est contesté, hein, parce que Dolto disait le contraire. François Dolto il disait non, les enfants ne jubilent pas, ils sont très angoissés devant le miroir. Alors qui a raison? Peu importe. Et peut-être que c'est les deux un peu. Hein. Il y a une espèce de jubilation anxieuse, moi je dirais. Parce que les enfants sont contents, mais en même temps ils sont un peu fébriles devant le miroir. Hein. Donc on peut se demander s'ils sont très angoissés ou contents de ce qui arrive là. Il faut dire que c'est un phénomène quand même qui n'est pas très simple à vivre. Hein. Donc on peut comprendre que les enfants aient une jubilation anxieuse, un contentement parce qu'ils se reconnaissent. Il y a de l'autre aussi en même temps, mais en même temps une crainte parce que l'autre pourrait les capter et puis les gober dans un système paranoïaque. Pourquoi pas, hein. Donc voilà. Alors, oui. Après, j'ai interrompu. Le chien, je ne sais pas comment que c'est. Mais je veux dire que je pense que c'est pas plutôt au niveau d'un singe, mais pour moi c'est un singe. Mais le chien, l'animal vraiment proche domestique, je me permets juste de dire. Non, je ne sais pas. Moi, je dirais que je ne sais pas. Mais j'ai pas d'objection. J'ai pas d'objection. Non, j'ai pas d'objection par rapport à ça. Parce qu'il se passe certainement des phénomènes. Non, mais il suffit de regarder les animaux, quels qu'ils soient, singes ou autres, devant un miroir, ils sont pas indifférents. Ils ont une espèce de prestance particulière, de méfiance ou de jeu. Il y a des chats qui touchent le miroir comme ça avec leurs pattes. On voit de tout, hein. Donc il se passe quelque chose. Mais on a du mal à le décrire, quoi. C'est vrai que c'est compliqué de le décrire. On ne peut pas le décrire avec des schémas comme ça en disant ça se passe comme ci ou comme ça pour l'animal. C'est ça la différence avec un enfant. Parce que grâce au sujet adulte, on peut déduire tout ce que l'on déduit là, hein, dans le stade du miroir. On ne peut pas faire. Alors, après, on va terminer en regardant ce schéma-là. Ne vous affolez pas, parce que si vous n'avez pas tout compris, de toute façon, je dis on reprend l'année prochaine. C'est pas grave, hein, vous garderez les papiers que je vous ai faits. Donc, le truc de droite, c'est absolument génial, le truc de droite. Hein, parce que là, c'est un truc vraiment très lacanien, quoi. Très lacanien. Et je vous ai même mis le petit texte qui est en dessous, là, il se réfère au schéma de droite. Et
Et je vous le lirai, je vais vous le lire tout à l'heure. Et donc, il se passe une chose bizarre dans ce schéma de droite, c'est que vous remarquerez que Lacan, il met le miroir là, mais à un moment donné, il l'horizontalise. Vous voyez, le miroir est horizontal. Vous voyez un miroir perpendiculaire au premier qui est horizontal. Vous voyez? Il le nomme A aussi, hein. C'est toujours A. Hein. Si vous voulez, ici, je peux vous le dessiner ici, hein, l'horizontal. Alors, je peux vous le dessiner à l'horizontale ici. Voilà, tout simplement comme ça, hein. Voilà, c'est tout. Voilà, le miroir est là. Le miroir est là. Alors, Lacan dit un truc, il dit un truc assez bizarre, non c'est pas bizarre, mais c'est assez beau, il dit « L'illusion doit défaillir avec la quête qu'elle guide. » L'illusion doit défaillir avec la quête qu'elle guide. Oui, c'est nécessaire qu'elle défaille, puisque ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était une image virtuelle. Donc si vous allez la chercher, elle va défaillir. Vous n'allez pas l'attraper. De la même façon que si vous allez derrière le miroir, vous n'allez rien attraper du tout. Donc c'est nécessaire que l'illusion défaille. C'est nécessaire. Sinon, si elle ne défaille pas, eh bien vous êtes dans des phénomènes psychotiques. Enfin, du moins dans des phénomènes de dépersonnalisation. Et justement, à ce propos, je vais vous expliquer ça avec le schéma tout à l'heure. Justement, à ce propos-là, Lacan dit les phénomènes de dépersonnalisation. Il en dit plus en 3 lignes sur les phénomènes de dépersonnalisation que 10 traités de psychiatrie, là encore. Hein. Parce qu'il dit simplement, je vais vous lire ça, ce qu'il dit, dans le petit texte qu'il y a avec, là. J'ai fait mon petit texte, regardez là. Parce que me relire, j'ai un peu de mal. Je vais relire dans le texte. Non, il est là. Voilà. Donc, il dit... Je vais vous lire le petit texte, hein, comme ça. Il dit, sans entrer dans un détail dont la ressource paraîtrait forcée, on peut dire qu'à s'effacer progressivement jusqu'à une position à 90 degrés de son départ, jusqu'à s'effacer... Donc, ça veut dire que le sujet, il peut être tenté d'aller par là. Et du coup, on peut estimer qu'il va horizontaliser le miroir pour pouvoir aller jusqu'ici. Mais ce que Lacan dit, c'est que s'il y va, il faut que l'illusion défaille. Si elle ne défaille pas, c'est pas normal. C'est une image virtuelle. Donc elle doit se casser la gueule quand on essaye d'aller la chercher au loin. Hein. Donc, alors il le dit, je poursuis, sans entrer dans un détail de la ressource paraîtrait forcée, on peut dire qu'à s'effacer progressivement jusqu'à une position à 90 degrés de son départ, l'autre comme miroir en A peut amener le sujet de S1 à venir occuper par une rotation presque double la position S2 en I ici, S2 qui est par ici, hein. S2, vous l'avez sur votre petit schéma, en I, d'où il n'accédait que virtuellement à l'illusion du vase renversé. Bah oui, d'où il n'accédait que par l'image virtuelle jusqu'à présent. En restant à sa place par ici, il n'avait accès que virtuellement à l'image du pot. Hein. Mais s'il veut aller les chercher comme si c'était une image réelle, il ne va pas la trouver. Hein. D'où il n'avait accès d'où il n'accédait que virtuellement à l'illusion du vase renversé dans la figure 2, mais que dans ce parcours, l'illusion doit défaillir. Il dit ça, page 680 des écrits. Hein. Dans ce parcours, l'illusion doit défaillir avec la quête qu'elle guide. Oui, parce qu'il y a une quête. Vous avez envie d'attraper cette image-là qui est bizarre. L'enfant, il va avoir envie d'aller la chercher. Ben, il ne faut pas qu'il l'attrape. Il ne faut pas qu'il l'attrape, justement. Elle doit défaillir, cette illusion, ce que dit Lacan. Hein. Ça veut dire, si on est en bonne santé, si on n'est pas complètement fou, l'illusion doit défaillir, évidemment. Elle ne doit pas y être, sinon c'est une hallucination. Ni plus ni moins, hein. C'est une hallucination. Après, c'est là qu'il dit quelque chose de génial sur les trucs de dépersonnalisation, Lacan. Les phénomènes de dépersonnalisation, vous savez, en psychiatrie, ce que c'est, non, vous ne savez peut-être pas. Je vais vous parler en psychiatre, là, un petit peu. Hein. Les phénomènes de dépersonnalisation, c'est les gens qui sont très angoissés, ils ont des impressions bizarres de leur environnement et des autres. Les autres leur apparaissent comme étranges. C'est ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui, hein, quand on est très fatigué et un peu angoissé, on peut ressentir certains éléments de l'environnement ou certains sujets de l'environnement comme étant bizarroïdes, agressifs, suspects, ou pas là, ou là de manière pas normale, etc. Vous voyez, il y a une espèce de distorsion, quoi, hein, d'altération de l'image quand on est angoissé ou pas bien, qui s'appelle un phénomène de dépersonnalisation. Et Lacan disait ça arrive souvent en psychanalyse. C'est vrai, parce qu'en psychanalyse, on va tellement loin dans le parler sur soi
qu'on peut être dans des vertiges parfois, un petit peu, hein, sur son propre, par rapport à sa propre histoire. Il y a des choses qui nous remontent, qu'on avait totalement perdues, qu'on retrouve en psychanalyse, et qui face à quoi on peut avoir des angoisses déstructurantes, hein, des angoisses de dépersonnalisation, bien sûr. Hein. Et c'est ça la dépersonnalisation en psychiatrie. Mais alors on s'affole quand on prononce ce mot-là. Mais Lacan, il dit c'est pas la peine de s'affoler. Il dit où se confirme que les effets de dépersonnalisation constatés dans l'analyse ou ailleurs, hein, sous des formes diversement discrets, doivent être considérés moins comme des signes de limite que comme des signes de franchissement. Donc vous voyez, il dit bien un truc très important quand il dit ça. Ça veut dire, quand vous faites un petit phénomène de dépersonnalisation, et moi j'en vois ça régulièrement en consultation, eh ben c'est pas quelqu'un qui est forcément dans un état limite gravissime, hein, c'est quelqu'un qui a franchi ça, qui est allé ici, il n'a pas permis à l'illusion, il n'a pas supporté que l'illusion défaille, que l'image virtuelle ne soit pas là, ne supporte pas. Donc il crée une espèce d'image angoissante, qui n'est pas là, qui est une espèce d'hallucination forcée, si vous voulez, stressante. Hein. Donc, il n'est pas bien, du coup. Mais c'est pas grave, parce que c'est simplement un franchissement. Là, c'est génial, hein, parce que Lacan, il dit, c'est pas... Parce que, vous savez, en psychiatrie, on parle des états limites. Les états limites qui sont un petit peu, normalement, à la frontière de la psychose et de la névrose. Les états limites, c'est quand même assez sévère, hein, comme pathologie. C'est une pathologie relativement grave. Et bien Lacan dit, nous, on en fait tout le temps, des états limites, parce que c'est pas un problème d'état limite, c'est un problème de franchissement. Oui, c'est ça, un problème de franchissement. On horizontalise le miroir, et puis on arrive dans une zone où on ne devrait pas aller. Et on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Hein. Parce que il se produit un truc très bizarre. C'est là que ce schéma-là, ce petit schéma de droite de votre... celui-là, là, si vous horizontalisez, c'est pas facile à dire, hein, si vous horizontalisez le miroir ici, il se passe un phénomène très curieux. Il se passe un phénomène très curieux que vous pourriez deviner en mettant l'œil ici. Mettez un œil là. Et bien, c'est très étrange parce que l'image réelle qui est ici, qui n'est qu'une image, hein, elle va se refléter dans le miroir plan. Il n'y a pas de raison qu'elle ne se reflète pas. Hein. Il n'y a aucune raison qu'elle ne se reflète pas. Hein. Si vous mettez un œil ici, là, vous allez avoir une réflexion dans le miroir horizontal de l'image du pot qui va apparaître au sujet, en dessous, par ici, si vous voulez, dans la zone de la fermeture. Si on enlève la boîte, là, le sujet va voir le pot ici. Donc c'est vraiment étrange parce que là, on est dans des, vous vous rendez compte, on est dans des images d'images d'images. Hein. Donc là, ça devient très, très étrange. Mais Lacan, il le décrit très bien ça, magnifiquement même, c'est très littéraire ce qu'il en dit de ça, de ce phénomène-là, ce curieux phénomène là où on pourrait voir l'image réelle se refléter dans le miroir horizontalisé si on est ici, si l'œil est ici. Et ça, il n'y a pas d'objection optique scientifique à ça, hein, il n'y a aucun problème, hein, ça marche. Hein. Et Lacan, il dit, alors, car le modèle démontre encore qu'une fois que l'œil S a atteint la position I, à droite, hein, d'où il perçoit directement l'illusion du vase renversé, il n'en verra pas moins se refaire dans le miroir A, maintenant horizontal, une image virtuelle I' de A, en dessous là, I' de A, du même vase, renversant à nouveau, peut-on dire, l'image réelle, et s'y opposant comme à l'arbre son reflet dans une eau, morte ou vive, donne des racines de rêve, jeu de la rive avec l'onde, etc. C'est très joli, hein. Mais c'est pour dire que, eh bien, on peut parfois, si on va s'aventurer par ici, on peut avoir des espèces de visions extrêmement troublantes. Hein. Quand on est dans des zones d'incertitude anxieuse, on peut se retrouver face à des phénomènes hallucinatoires, troublants, perturbants, hein, parce qu'on les a cherchés, hein, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est fatigué. Si vous voulez, d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est pas une bonne affaire que le miroir vertical ne soit plus là. Si le miroir s'horizontalise, ça veut dire que d'une certaine façon, eh bien, la mère est couchée, par exemple, si vous voulez, par exemple, pour faire une métaphore grossière de ça. Hein, et donc l'enfant, ben, du coup, là, la vision, elle va être perturbée, quoi, hein, et ce qu'il va pouvoir voir en étant ici, ça va être vraiment étrange, parce que ça va être une image d'image d'image. Alors, on pourrait se dire, mais ça ne fonctionne pas. Mais si vous faites cette construction optique-là, elle fonctionne. Plein de gens l'ont fait, hein, bien sûr.
quand Lacan a parlé de ça, il y a plein de gens qui l'ont fabriqué, hein, cette expérience-là optique, et elle fonctionne parfaitement, à condition d'être rigoureux dans les placements, etc., dans les cônes de vision, ça fonctionne parfaitement, hein, il n'y a aucun souci. Mais je vous relis pour le plaisir cette petite phrase de Lacan, et puis on s'arrêtera là-dessus aujourd'hui, car le modèle démontre encore une fois que l'œil S a atteint la position I, d'où il perçoit directement l'illusion du vase renversé. Il n'en verra pas moins se refaire dans le miroir A, maintenant horizontal, une image virtuelle I' de 1, ici, virtuelle I' de 1, du même vase, renversant à nouveau, peut-on dire, l'image réelle, et s'y opposant, comme un arbre son reflet dans une eau morte ou vive donne des racines de rêve. Jeu de rive avec l'once. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau, mais c'est ça vraiment qui se produit. Hein. Et donc, ça vient nous dire que quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est angoissé, c'est ça, qu'on veut aller trop loin, hein, dans la relation à l'autre, par exemple, hein, eh bien, on peut se retrouver dans des perturbations hallucinatoires extrêmement un peu dangereuses parfois, hein, en tout cas anxiogènes, en tout cas très anxiogènes, hein, renversant l'anxiété encore plus qu'elle l'était au départ, quoi, si vous voulez. C'est renversant au style littéral du terme, quoi. Après, ces petits schémas-là, ils paraissent comme ça compliqués, mais ils ne le sont pas en vérité. Hein. Si vous les reprenez un petit peu comme ça, à tête reposée, bon, je suis bien que vous ne ferez pas ça pendant les vacances, mais enfin bon, et ben vous verrez qu'ils ne sont pas si compliqués que ça. Il suffit d'enlever, en fait, il suffit d'effacer tous les traits, là, tous les traits optiques, là, ils sont pas indispensables, hein, pour comprendre. Il suffit de voir où les yeux sont placés, voilà, et puis on voit des trucs bizarres, quoi. Et bien voilà, chers amis, cette année c'est terminé, enfin cette année pour 2018-2019 c'est terminé. Donc je vous confirme que nous ferons donc les écrits techniques de Freud de 1953, livre 1, qui a un gros avantage, c'est qu'il est en poche. Il existe au seuil, bien sûr, hein, toujours au seuil à 24 €, mais on le trouve en poche à très peu de sous. Donc c'est intéressant ça. Donc l'association pourra en offrir beaucoup l'année prochaine. On n'en a pas offert beaucoup cette année parce qu'il était à 20, on en a offert quand même presque une vingtaine. Hein. Ouais. Donc c'est pas mal. Mais l'année prochaine, on pourra en donner pratiquement à tout le monde. Parce que ça ne doit pas coûter bien lourd, hein, c'est bien. en poche. Oui. Je voudrais poser une question par rapport aux effets. Comment vous situez sur le plan clinique les effets post-traumatiques aigus avec les effets dans le traumatisme aigu de dépersonnalisation? Comment vous le situez? Ah, ça c'est difficile parce qu'après, si les gens ont une atteinte neurologique, c'est pas du même ordre. Hein. Non, on n'est pas du tout dans l'atteinte neurologique, on est dans le post-traumatique, Oui, ben, ça se rattache à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que, en fait, l'angoisse post-traumatique, elle porte bien son nom, c'est une angoisse. Donc toute forme d'angoisse peut générer ce type de phénomène. Toute forme d'angoisse. Toute forme d'angoisse a son acmé, à son maximum. Pas gérée, mal gérée. Alors après, on parle de cellules, etc. Cellules de gestion, etc. Ou d'un seuil ingérable pour... Non, mais il y en a qui sont gérables par la parole. Hein, mais s'il n'y a personne, pour vous aider. On est des fois dans des choses peut-être... Oui, sur le coup, bien sûr. Sur le coup, vous pouvez très bien, dans un attentat, avoir des phénomènes de ce genre-là. Des phénomènes hallucinatoires, après, anxiogènes, extrêmement anxiogènes, bien sûr. Et même dans l'après-coup. Hein. Sauf si vous pouvez le gérer avec quelqu'un. Justement, vous pouvez le gérer comment? En ayant de l'altérité. Si vous avez de la vraie altérité, du coup, ça vous ramène par ici. Si vous avez de la vraie altérité, ça vous ramène du bon côté du miroir. Et ça vous permet de discuter. C'est pour ça qu'on fait des débriefings, comme on dit, avec les trucs post-traumatiques, justement. Hein. Parce que comme ça vous ramène de l'altérité de l'autre, du vrai autre, et pas de l'hallucinatoire, comme à droite là. Donc ça redouble pas l'angoisse. C'est pour ça d'ailleurs. Et par rapport à l'état psychotique. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas. Non, mais je sais, je voulais poser une question sur le aussi. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre cet état psychotique des années parfois après et un choc post-traumatique que vous pouvez parfois en vécu? Bien sûr que oui. Il y a des phénomènes psychotiques qui sont post-traumatiques, bien sûr. Il y a des gens qui deviennent psychotiques après des accidents ou des trucs comme ça, bien sûr. Mais après, quelle est la part neurologique là-dedans? Et quelle autre part? On ne sait rien. On ne peut pas démêler ça. On ne peut pas démêler, c'est impossible. Hein. Mais il y a des altérations, en tout cas, de la conscience qui font qu'on se retrouve dans un monde psychotisé, si on peut dire, avec des phénomènes hallucinatoires, oui, bien sûr. Des angoisses désocialisantes, déstructurantes, dissociatives. Ça s'appelle les angoisses dissociatives. Hein.
Donc oui, ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, on a le temps de boire un coup. Donc on va